nous avons envoyé le télescope James Webb dans l'espace pour sonder à 13 milliards d'années-lumière. Mais sa découverte la plus glaçante, il l'a faite juste sous notre nez, sur Neptune, une planète que nous avions oubliée depuis 33 ans. Pendant que nous regardions au loin, nous avions manqué le monstre juste à côté. La planète, plongée dans le silence depuis 1989, s'est transformée en quelque chose de complètement différent sous l'œil infrarouge de Webb. Cette bille bleue a laissé place à un fantôme blafard. Pourtant, l'ironie était que ses anneaux les plus faibles étaient maintenant sa caractéristique la plus brillante. Et l'ironie suprême, la planète géante de 49 000 km n'était plus qu'une ombre à côté de l'éclat aveuglant de Triton. Sa lune volait, pendant que nous cherchions la vie dans les profondeurs de l'espace. Le secret le plus proche de nous avait été abandonné à la mort. Si vous aussi, vous voulez voir les détails de cette découverte ironique et terrifiante, abonnez-vous. Car les plus grands secrets se cachent là où on les attend le moins. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que Neptune était le géant bleu et tranquille du système solaire. Dans nos télescopes, elle était une sphère paisible, de la couleur d'un océan profond. Le fait qu'elle porte le nom du dieu romain de la mer renforçait cette image. Car derrière ce nom, nous imaginions le calme et la sérénité. Mais cette apparence tranquille n'était qu'une illusion. Cette planète ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions. Et lorsque le télescope spatial James Webb, après 33 ans de silence, a regardé dans cette obscurité, tout a changé. Nous savons maintenant que la vérité qui se cache sous ce bleu est bien au-delà de nos attentes, et même terrifiante. Le début de cette histoire porte en lui-même une étrangeté. Car Neptune n'est pas une planète qui a été trouvée en regardant. C'est une planète qui a été trouvée en pensant. Tout a commencé en 1846. Les astronomes avaient remarqué depuis un certain temps un problème étrange dans l'orbite d'Uranus. La planète déviait légèrement de la trajectoire prédite par les lois de la gravitation de Newton. Comme si une main invisible la tirait vers elle depuis l'obscurité. C'est alors qu'un mathématicien français du nom d'Urbain Le Verrier s'est lancé dans un travail de plusieurs mois. Il n'avait que du papier, yaxta, un crayon et la loi de la gravitation. Et avec ces outils simples, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a calculé qu'il devait y avoir une autre planète au-delà d'Uranus, encore non découverte. Et ce n'est pas tout. Il a également trouvé où exactement cette planète devait se trouver dans le ciel. C'est pourquoi, la nuit du 23 septembre 1846, il a envoyé une lettre à Johann Galle à l'Observatoire de Berlin. Galle a pointé son télescope vers le point précis indiqué par Le Verrier, et en moins d'une heure, elle était là, un faible point de lumière bleue se tenant à seulement 1 degré du point prédit par les équations de Le Verrier. C'était une première dans l'histoire de l'humanité. Le moment où l'esprit a tendu la main dans l'obscurité et a touché un monde qu'il ne pouvait pas voir. Mais ce qui était vraiment choquant, c'était la planète elle-même derrière cette élégante découverte. Neptune est incroyablement loin, si loin qu'elle bouleverse toute notre perception de l'échelle. Si nous considérons la distance de la Terre au Soleil comme une unité, Neptune orbite à 30 fois cette distance de nous. Cela représente un vide d'environ 3 milliards de miles, là, soit près de 5 milliards de kilomètres. C'est pourquoi, alors qu'un photon de lumière du Soleil met seulement 8 minutes pour atteindre la Terre, il lui faut plus de 4 heures pour arriver à Neptune.
Un simple signal radio que nous enverrions à un vaisseau spatial là-bas mettrait le même temps pour atteindre sa cible. Essayer de parler à cette planète signifie attendre des heures pour la plus faible des réponses. Cette distance est si grande que Neptune est la seule planète du système solaire invisible à l'œil nu. Même lors de la nuit, la plus sombre et la plus claire de votre vie, vous ne la trouveriez jamais en regardant le ciel. Cette distance immense change aussi complètement la perception du temps. Car Neptune se déplace si lentement sur son orbite qu'une de ses années équivaut à 165 de nos années. La planète a été découverte en 1846 et depuis sa découverte, elle n'a achevé son premier tour complet autour du Soleil qu'en 2011. Une personne née la nuit où Neptune a été trouvée aurait dû vivre 165 ans pour voir la planète revenir au même point dans le ciel. C'est une échelle de temps cosmique qui rend la vie humaine totalement insignifiante. Et ce n'est pas un monde sur lequel vous pourriez poser le pied. Neptune est ce que les astronomes appellent un géant de glace. C'est une énorme boule en rotation composée de gaz et d'un liquide chaud et dense, sans aucune surface solide, nulle part. Sous son atmosphère externe bleue, qui est composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, se trouve un intérieur profond et turbulent de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et au centre de tout cela se trouve un petit noyau rocheux, à peu près de la taille de la Terre. C'est pourquoi, si vous essayez d'atterrir sur Neptune, vous ne pourriez vous poser nulle part. Vous continueriez simplement à tomber dans le gaz. Vous tomberiez éternellement vers un intérieur brûlant et à haute pression, dans un gaz qui devient plus épais, plus chaud et plus écrasant à chaque kilomètre. Un endroit d'où l'on ne peut jamais revenir. Mais même toutes ces vérités pâlissent face au grand mystère. De loin, elles semblent calmes et paisibles. Pourtant, aucune de ces deux descriptions ne reflète la réalité. Neptune, selon diverses mesures, est la plus froide de toutes les grandes planètes du système solaire. La température au sommet de ces nuages chute jusqu'à moins 218 degrés Celsius. C'est un froid si intense que les gaz que nous considérons comme de l'air ordinaire se solidifieraient. Et sur ce monde incroyablement gelé, soufflent les vents les plus rapides jamais enregistrés parmi les planètes. La vitesse des rafales de vent sur Neptune dépasse les 2000 km/h. Ce sont des vents qui se déplacent plus vite que la vitesse du son. Des tempêtes supersoniques qui tournent autour de la planète à près de 5 fois la vitesse de l'ouragan le plus puissant que la Terre ait jamais produit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ces vents soufflent à contre-courant de la rotation de la planète, c'est-à-dire vers l'arrière. Ces vents créent d'énormes tempêtes sombres dans l'atmosphère, des tourbillons en rotation dont un seul peut devenir assez grand pour engloutir la Terre entière. Mais ce qui est vraiment inconcevable, c'est ceci. Sur Terre, c'est le Soleil qui alimente nos vents et notre météo. La chaleur de la lumière du Soleil fait tourner toute la machine. Pourtant, Neptune est si loin qu'elle ne reçoit que seulement un 9/100 de la lumière solaire qui réchauffe la Terre. Là-bas, le midi, le moment le plus lumineux de la journée, vous apparaîtrez comme un crépuscule faible et lugubre. Selon toute attente raisonnable, un monde recevant si peu de lumière et de chaleur du soleil devrait être immobile, silencieux et mort. Au lieu de cela, nous sommes face à la planète la plus violente, la plus venteuse que nous connaissions. Une chose alimente ces tempêtes supersoniques de l'intérieur. Un fourneau secret
enfoui dans les profondeurs de la planète, qui renvoie dans l'espace plus de 2,5 fois la chaleur que Neptune reçoit du Soleil. Et à ce jour, nous ne savons toujours pas ce qu'est exactement cette chose. Car cette planète n'a été vue que par un seul visiteur, un seul vaisseau spatial. Et cette visite fut si brève que, et c'est pourquoi, cette visite éclair ne signifiait presque rien. Car tout ce que nous avons fait pour comprendre la planète la plus éloignée du système solaire, c'est de laisser la sonde Voyager 2 de la NASA la frôler pendant quelques jours en 1989. Après un voyage de 12 ans, le vaisseau spatial est passé silencieusement à quelques milliers de kilomètres seulement au-dessus du pôle nord de la planète. Pendant ces quelques jours, bref, ce monde lointain a rempli ses caméras et Voyager a renvoyé à la maison les premières images en gros plan de Neptune que l'humanité ait jamais vues. Elle a révélé d'énormes tempêtes sombres qui tourbillonnaient dans l'atmosphère. Elle a mesuré ces vents possibles et hurlants. Elle a découvert de nouvelles lunes et a confirmé un système d'anneaux pâles et fantomatiques entourant la planète. Mais, ensuite, Voyager 2 a poursuivi sa route au-delà de Neptune, complètement hors du système solaire et dans le vide obscur entre les étoiles. Elle n'a jamais regardé en arrière, et pendant les 33 années suivantes, pour être honnête, nous non plus. C'est pourquoi presque tout ce que nous savons sur Neptune provient encore de ces quelques jours brefs de 1989. La planète la plus éloignée de notre système solaire, un monde de vents supersoniques, de tempêtes qui disparaissent et d'une source de chaleur secrète que nous ne pouvons pas expliquer, a été laissée là, à tourner seule dans l'obscurité. Elle se trouvait à la périphérie de notre attention, à moitié oubliée. Mais il y a une note de bas de page encore plus étrange enfouie dans cette histoire. Plus de 200 ans avant que le verrier ne pose son crayon sur le papier, pendant l'hiver de 1612, Galilée lui-même avait pointé son petit télescope vers le ciel nocturne et, sans s'en rendre compte, avait dessiné Neptune comme une minuscule étoile à côté de Jupiter. Il avait même noté une nuit que cette étoile particulière semblait avoir légèrement changé de position, comme le ferait une planète. Mais il n'a jamais compris ce qu'il regardait et a continué son chemin. La planète la plus éloignée du système solaire est restée là, enregistrée dans les carnets du père de l'astronomie moderne, non reconnue et ignorée pendant 2 siècles entiers. C'est, en un sens, un monde qui résiste presque à être vu. C'est précisément pourquoi tout a été si bouleversant à l'été 2022, quand quelque chose de nouveau s'est enfin tourné pour le regarder. Un télescope à 1 million de miles de la Terre, le plus puissant que les humains aient jamais construit, a ouvert son grand œil doré et l'a pointé directement sur la planète oubliée. Et quand les images sont revenues, Neptune avait une apparence comme jamais auparavant. Le 12 juillet 2022, le télescope spatial James Webb a tourné son miroir doré géant vers Neptune et a maintenu son regard. L'image qui est revenue n'était pas le Neptune avec lequel nous avions tous grandi. Le bleu profond et familier avait tout simplement disparu. À sa place, suspendue contre le noir, se trouvait une sphère blanche, pâle et fantomatique, qui brillait doucement, entourée de lumière, ressemblant plus à un spectre qu'à une planète. C'était le même monde que Voyager avait photographié 33 ans plus tôt, mais d'une manière ou d'une autre. Il était complètement transformé. Cette transformation était une astuce du type de lumière que le télescope voyait.
Car Webb observe l'univers en infrarouge, dans des longueurs d'onde de lumière situées juste au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir, et le gaz méthane, qui colore Neptune de ce bleu brillant à nos yeux, absorbe presque complètement la lumière infrarouge. C'est pourquoi, aux yeux de Webb, la grande planète bleue devient sombre et pâle, et ce qui brille à la place, ce sont des nuages élevés et gelés de glace de méthane, flottant bien au-dessus de la brume, des traînées et des taches lumineuses dispersées sur le globe, et une fine ligne de luminosité entourant l'équateur. C'était la signature pâle des vents globaux tourbillonnants de la planète. Mais la chose la plus frappante dans l'image n'était pas la planète elle-même, c'était ses anneaux. Neptune, comme les 4 planètes géantes, est entouré d'un système d'anneaux. Pourtant, ces anneaux ne sont pas comme les bandes larges et glacées de Saturne. Les anneaux de Neptune sont fins, sombres et pâles. Ils sont faits de poussière et de morceaux de matière rougeâtre et sont extraordinairement difficiles à voir. En fait, plusieurs d'entre eux n'avaient pas été clairement observés par qui que ce soit avec aucun instrument depuis le passage de Voyager 2 en 1989. Pendant 33 ans, ces anneaux pâles et poussiéreux étaient restés effectivement invisibles. Et maintenant, les voici de nouveau. Capturés avec des détails nets et vus pour la première fois de l'histoire en lumière infrarouge. C'était bien plus qu'un simple beau portrait. C'était la fin d'un silence de 33 ans. Mais cette nouvelle et étrange image que Webb a vue a incité les scientifiques à regarder de plus près. Et ils ont réalisé que cette planète, ce monde que nous avions si négligemment ignoré pendant plus d'un siècle, cachait une série de choses que nous ne pouvions vraiment pas expliquer. Sous cette surface pâle et silencieuse, Neptune est l'un des mondes les plus étranges et les moins compris de tout le système solaire. Et les questions qu'elle soulève ne font que commencer avec cette source de chaleur secrète. Et maintenant, voici le vrai choc. Car cette image fantomatique et pâle envoyée par le télescope Webb n'était qu'un début. La véritable horreur se cachait dans la physique derrière cette image, dans une série d'anomalies qui empêchent les scientifiques de dormir depuis des décennies et qui n'ont aucune explication logique. Sous ce bleu calme, il y a une planète qui défie les lois de la physique que nous connaissons. Et les secrets de cette planète ne sont pas seulement étranges, ils sont impossibles. Tout commence avec ce fourneau secret. Rappelez-vous, Neptune se trouve dans l'un des endroits les plus froids du système solaire. Le sommet de ces nuages gèle jusqu'à moins 218 degrés Celsius. C'est une température à laquelle tout ce qui est normalement un gaz devient solide. Elle ne reçoit que seulement un 9/100 de la lumière solaire que reçoit la Terre. L'attente était donc simple. Neptune aurait dû être un monde glacé, immobile et mort. Mais ce n'est pas le cas. La planète irradie dans l'espace 2,6 fois la chaleur qu'elle reçoit du Soleil. Cela ne devrait pas arriver. Un fourneau brûle à l'intérieur, et personne ne sait ce qui l'alimente. Peut-être est-ce la chaleur résiduelle de sa naissance violente, il y a 4,5 milliards d'années, qui s'échappe encore lentement dans l'espace. Peut-être est-ce l'énergie libérée alors que la planète se contracte très lentement sous sa propre gravité écrasante. Mais, même ces théories ne collent pas parfaitement, car, après tant de milliards d'années, cette chaleur interne aurait dû s'épuiser depuis longtemps. Les lois de la physique nous le disaient. Pourtant, Neptune n'obéit pas à ces lois,
Et ce mystère s'approfondit encore plus lorsque son jumeau entre en scène. Car Neptune a un jumeau, Uranus, presque de la même taille, presque de la même masse, fait de presque les mêmes matériaux, situé dans les mêmes régions froides et externes du système solaire. Les deux mondes sont frères, à presque toute fin pratique. Mais Uranus n'émet presque aucune chaleur excédentaire. Elle renvoie à peine plus dans l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cela semblait impossible. Deux planètes presque identiques, formées de la même manière, dans le même voisinage, en même temps. Pourtant, l'une brûle de l'intérieur, tandis que l'autre est glaciale. Pourquoi ? Personne ne le sait. C'est l'un des plus grands problèmes non résolus de la science planétaire. Et ce problème se trouve juste à côté de nous, au seuil de notre propre porte cosmique. Cette situation nous amène à remettre en question même nos modèles les plus fondamentaux sur la formation et le fonctionnement des planètes. Mais les étrangetés ne s'arrêtent pas là. Car, dans les profondeurs de la planète, bien en dessous de l'atmosphère visible, la pression devient presque inimaginable. Des centaines de milliers de fois la pression que vous ressentez à la surface de la Terre. Et la température grimpe à des milliers de degrés. Dans ces conditions impitoyables, les scientifiques croient qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire au méthane enfoui dans les profondeurs de Neptune. Les molécules de méthane sont brisées, et le carbone qui s'en sépare est si violemment comprimé qu'il se cristallise. Des diamants se forment, des diamants solides, probablement aussi gros que des pierres précieuses. Et ces diamants s'enfoncent ensuite lentement vers le noyau de la planète, comme une pluie étrange et scintillante, à travers l'intérieur dense. Pendant des années, ce n'était qu'une théorie. Cela sonnait comme de la science-fiction. Mais, dans des laboratoires sur Terre, les scientifiques ont maintenant réussi à recréer les conditions écrasantes de l'intérieur de Neptune. Et ils ont regardé de minuscules diamants se former, comme la théorie le prédisait. Dans une telle expérience, les chercheurs ont tiré un laser puissant sur un échantillon de plastique, choisi pour imiter la chimie riche en carbone des profondeurs de la planète. Ils ont fait passer une onde de choc de pression immense à travers lui, et pour le plus bref des instants, des diamants microscopiques ont germé à l'intérieur du matériau. Il pleut des diamants sur Neptune, et ces innombrables diamants qui sombrent et libèrent de l'énergie en tombant pourraient presque même faire partie de la réponse à la question de savoir d'où vient cette mystérieuse chaleur interne. Et puis, il y a les tempêtes. Lorsque Voyager 2 est passé en 1989, la caractéristique la plus proéminente de toute la planète était une immense tempête sombre, tourbillonnant dans l'hémisphère sud. Un tourbillon rotatif assez grand pour engloutir la Terre. Les scientifiques l'ont appelée la grande tache sombre. Elle semblait permanente, comme la propre réponse de Neptune à la grande tache rouge de Jupiter qui dure depuis des centaines d'années. Elle semblait être une caractéristique fixe et durable de la planète. Mais, lorsque le télescope spatial Hubble a regardé à nouveau Neptune, seulement 5 ans plus tard, en 1994, la grande tache sombre avait disparu, simplement disparu, évanouie sans laisser de traces. Et depuis lors, d'autres grandes tempêtes sombres sont apparues ailleurs sur la planète, ont atteint des tailles gigantesques, puis se sont tranquillement estompées en quelques années seulement. Sur Jupiter, une telle tempête peut durer des siècles. Sur Neptune, ces tempêtes de la taille d'un continent naissent et meurent en un clin d'œil cosmique. Cela non plus n'aurait pas dû arriver. Des systèmes météorologiques
aussi grand aurait dû avoir une inertie incroyable. Il n'aurait pas dû simplement disparaître. Mais, sur Neptune, la Katz, c'est ce qui se passe. Alors, comment expliquer toutes ces anomalies, toutes ces impossibilités? Ce n'est pas seulement une liste de bizarreries, c'est le portrait d'un monde qui enfreint les règles. Mais, le vrai problème est que non seulement le comportement de cette planète est une énigme, mais son existence même l'est aussi, car même le magnétisme de Neptune est complètement erroné. Car les champs magnétiques des planètes suivent des règles précises. La plupart des mondes, y compris la Terre, ont un champ magnétique qui s'étend plus ou moins en alignement avec l'axe de rotation de la planète. Il n'est que légèrement incliné. Et il est centré à peu près au milieu du monde. Mais le champ magnétique de Neptune ne fait aucune de ces deux choses. Il est incliné d'un angle énorme de 47 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Et il est follement décentré. C'est presque comme s'il était généré non pas dans les profondeurs du noyau, mais quelque part dans une couche mince et mobile, beaucoup plus proche de la surface. Cela ne devrait pas arriver. La théorie de la dynamo planétaire dit que le champ magnétique doit être produit par un noyau conducteur en rotation. Cela signifie que le champ devrait être relativement symétrique et centré. Mais le champ de Neptune semble avoir été conçu par un géant ivre. Pendant que Neptune tourne, ce champ disproportionné roule et vacille dans l'espace. C'est quelque chose de chaotique, d'oscillant, complètement différent du champ stable qui fait bouger une aiguille de boussole ici sur Terre. C'est une autre pièce d'une planète qui refuse à chaque occasion de se comporter comme nous l'attendons. Et peut-être que le mystère le plus profond est simplement de savoir comment Neptune est arrivé là, en premier lieu, car lorsque les scientifiques essaient de modéliser la naissance du système solaire, lorsqu'ils observent les planètes s'assembler lentement à partir du disque de gaz et de poussière en rotation autour du jeune Soleil, ils se heurtent à un mur à la distance énorme de Neptune. Ce disque aurait dû être trop mince et trop clairsemé pour qu'un monde aussi grand et massif que Neptune puisse s'y assembler. C'était comme essayer de construire un énorme château de sable à partir de quelques grains de sable dans un désert. Il n'y avait tout simplement pas assez de matériaux. Selon notre meilleure compréhension de la fabrication des planètes, Neptune et son jumeau n'auraient pas dû exister là où nous les trouvons. C'est un fait qui ébranle fondamentalement toutes nos théories sur la formation des planètes. C'est pourquoi une idée dominante est qu'ils ne sont jamais nés dans ces orbites lointaines. Au lieu de cela, ils se sont formés beaucoup plus près du Soleil, dans les régions intérieures bondées. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont été projetés vers l'extérieur, poussés lentement vers les chemins froids et solitaires qu'ils suivent aujourd'hui. Mais, même cette théorie de la migration planétaire a ses propres problèmes. Les interactions gravitationnelles, nécessaires pour projeter deux géants aussi massifs si loin, exigeraient que les débuts du système solaire ayant été incroyablement chaotiques et violents. Mais, au-delà de toutes ces découvertes choquantes, il y avait un autre détail qui passait inaperçu dans l'image de Webb. Regardez à nouveau ce nouveau portrait de Neptune. Votre œil est presque immédiatement attiré loin de la planète elle-même, vers un seul point de lumière brillante, suspendu juste à côté. Il brille si intensément qu'il éclipse en fait complètement Neptune, entouré des pointes de diffraction acérées que le grand miroir de Webb projette autour des objets les plus brillants. Ce point de lumière éblouissant n'est pas une étoile,
C'est une lune. C'est Triton, la plus grande de toutes les lunes de Neptune, et à bien des égards. Beaucoup plus étrange que la planète autour de laquelle elle tourne. Car Triton tourne dans le mauvais sens autour de Neptune. Et la raison en est, peut-être, la partie la plus troublante de toute cette histoire. Triton tourne à l'envers autour de Neptune. Il tourne dans le sens opposé à celui de la rotation de la planète elle-même. Et ce seul fait, cette seule petite anomalie, SIA, nous dit quelque chose de vraiment troublant sur l'origine de Triton. Quand une lune se forme naturellement autour d'une planète, quand elle se condense à partir du même disque de matériaux en rotation qui a construit la planète. Elle hérite de la rotation de la planète. Elle orbite dans la direction où la planète tourne. Presque toutes les grandes lunes du système solaire, y compris la nôtre, font exactement cela. Mais Triton ne le fait pas. Triton va dans le mauvais sens, et la seule bonne explication pour une grande lune en orbite rétrograde, c'est qu'elle ne s'est jamais formée là. Triton n'est pas né à côté de Neptune. Triton a été capturé, bien au-delà de Neptune, s'étend la ceinture de Kuiper, un anneau immense et glacial de mondes de glace restants de la naissance du système solaire, la même région lointaine qui abrite Pluton, et tout ce que nous savons sur Triton, sa taille, sa densité, l'azote gelé, la glace d'eau et le dioxyde de carbone qui recouvre sa surface, tout pointe vers une seule conclusion. Triton est un enfant de la ceinture de Kuiper. C'est un frère de Pluton dans presque tous les sens du terme. Un monde nain, voyageur, qui s'est trop approché de Neptune il y a des milliards d'années et a été saisi par la gravité de la planète géante, arraché à sa propre orbite autour du Soleil et enfermé dans un cercle rétrograde éternel autour d'un monde auquel il n'aurait jamais dû appartenir. C'est, au sens le plus littéral, un monde volé. Nous devrons peut-être réécrire les lois fondamentales de la physique pour comprendre comment ces planètes, ces lunes, se comportent. Car Neptune et sa lune volée défient tout ce que nous savons. Alors, comment fonctionnent exactement les dynamiques de ce système? Comment tant d'anomalies peuvent-elles coexister? Alors, comment fonctionnent exactement les dynamiques de ce système? Comment tant d'anomalies peuvent-elles coexister? Entrons maintenant dans la technique et essayons de comprendre comment tournent les rouages de cette machine cosmique. Car les secrets de Neptune ne sont pas seulement surprenants, ils sont aussi le résultat de processus physiques complexes. Comprendre ces processus pourrait révéler pourquoi la planète se comporte de manière si étrange. Et tout commence avec cette mystérieuse source de chaleur à l'intérieur de la planète. Pour comprendre comment ce fourneau fonctionne, nous devons examiner quelques mécanismes de base. Le premier est l'hypothèse de la chaleur résiduelle. Cette idée est similaire à celle d'une forge qui reste chaude pendant des heures, même après que le feu s'est éteint. Les planètes sont nées il y a 4,5 milliards d'années lors d'événements incroyablement violents et chauds pendant la formation du système solaire. Au cours de ce processus, une quantité énorme d'énergie a été libérée par la collision d'innombrables petits corps. Cette énergie a été piégée dans les profondeurs de la jeune planète. Une partie de la chaleur que Neptune émet aujourd'hui pourrait être l'énergie restante de cette naissance primordiale, qui s'échappe encore lentement dans l'espace. Physiquement, cela signifie que le noyau de la planète est encore extrêmement chaud. Les estimations suggèrent que la température au centre de Neptune atteint environ 5000 degrés Celsius. C'est une température presque aussi élevée que celle de la surface du Soleil.
Par conséquent, une énorme différence de température se forme entre les couches internes de la planète et son atmosphère externe froide. Cette différence crée des courants de convection qui transportent lentement la chaleur vers l'extérieur. Mais cette théorie seule n'est pas suffisante, car 4,5 milliards d'années est une très longue période, même pour les plus grandes planètes, pour se refroidir de manière significative. C'est pourquoi un autre mécanisme doit également être à l'œuvre. Le deuxième mécanisme est connu sous le nom de contraction gravitationnelle. On peut comparer cela à un pneu de vélo qui chauffe en se dégonflant lentement. Lorsque le pneu se rétrécit, les molécules d'air à l'intérieur sont comprimées. Et cette compression libère de l'énergie Jach, créant de la chaleur. Neptune aussi se contracte très lentement sous sa propre gravité massive. Bien que cette contraction ne se produise qu'à un taux de quelques millimètres par an, compte tenu de la masse énorme de la planète. Même ce minuscule mouvement peut produire une quantité significative d'énergie. Ce processus est appelé le mécanisme de Kelvin-Helmholtz. Ce mécanisme convertit l'énergie potentielle à l'intérieur de la planète en énergie thermique. En termes simples, alors que les couches supérieures de la planète s'effondrent lentement vers le bas. Cet effondrement crée de la chaleur par friction et compression. On pense qu'une part importante de la chaleur interne d'autres géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, s'explique par ce mécanisme. Mais, pour Neptune, cela ne suffit pas non plus à fournir une explication complète. Car, cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi son jumeau Uranus, malgré une masse similaire, ne chauffe pas au même degré. C'est à ce stade qu'un mécanisme plus exotique entre en jeu. Le troisième, et peut-être le plus fascinant mécanisme, est la pluie de diamants, que nous avons mentionné précédemment. Ce n'est pas seulement une idée poétique, mais aussi un processus thermodynamique sérieux. Dans le manteau de Neptune, c'est-à-dire dans la région à haute pression et haute température des profondeurs de l'atmosphère, les molécules de méthane, CH4, se décomposent. Cela se produit dans un environnement où la pression atteint des centaines de milliers de fois celle de la surface de la Terre et où la température atteint des milliers de degrés. Dans ces conditions, les atomes de carbone, C, se séparent des atomes d'hydrogène, H. Les atomes de carbone libérés, en raison de la pression extrême qui les entoure, se lient les uns aux autres pour former des structures cristallines, c'est-à-dire des diamants. Ces diamants nouvellement formés sont plus lourds que le milieu liquide moins dense qui les entoure. Par conséquent, tout comme des grains de sable dans un verre d'eau, ils commencent à couler lentement vers le noyau de la planète. Au cours de ce processus de naufrage, ils créent une friction avec le liquide environnant, tout comme la friction créée par l'air lors d'un saut en parachute. Cette friction produit également de la chaleur. Par conséquent, des milliards de tonnes de diamants pleuvant des profondeurs de la planète pourraient fonctionner comme un énorme système de chauffage interne libérant continuellement de l'énergie. Ce mécanisme pourrait être une clé potentielle pour expliquer la différence de température entre Neptune et Uranus. Peut-être que la structure interne ou la composition chimique d'Uranus ne permet pas à ce processus de formation de diamants de fonctionner aussi efficacement que sur Neptune. Ces trois mécanismes, chaleur résiduelle, contraction gravitationnelle et pluie de diamants, lorsqu'ils sont combinés, offrent une image plus complète du fonctionnement du mystérieux fourneau interne de Neptune. La chaleur primordiale restante de la naissance de la planète. L'énergie
créée par sa contraction encore lente et la chaleur de friction produite par les diamants qui pleuvent dans ces profondeurs, pourraient se combiner pour former le moteur qui alimente ces vents supersoniques et ces tempêtes gigantesques. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Car, lorsque cette chaleur interne atteint la surface, elle déclenche les phénomènes météorologiques les plus violents que nous connaissions dans l'atmosphère de la planète. Ces mécanismes n'expliquent ça pas complètement pourquoi ces énormes tempêtes sombres naissent et meurent si rapidement, ni pourquoi les vents dépassent la vitesse du son. C'est pourquoi nous devons maintenant examiner de plus près le fonctionnement du moteur atmosphérique de la planète, les processus physiques sous cette surface bleue turbulente. Car, derrière ces vents supersoniques et ces tempêtes qui disparaissent, se cachent également des mécanismes complexes et uniques. Pourtant, la nature de ces mécanismes, les lois qui régissent la météo de Neptune, restent encore en grande partie un mystère. Surtout, la logique derrière ces étranges vents qui soufflent à l'envers. Et c'est pourquoi la logique derrière ces vents qui soufflent à l'envers pourrait résider dans l'un des principes les plus fondamentaux de la physique atmosphérique, l'effet de Coriolis. Mais sur Neptune, cet effet fonctionne de manière beaucoup plus différente et extrême que ce à quoi nous sommes habitués. Sur Terre, l'effet de Coriolis provoque la déviation des masses d'air se déplaçant à la surface de notre planète en rotation, entraînant la formation d'ouragans et de courants G. C'est comme lancer une balle sur un manège en rotation. La balle, en raison de la rotation du manège, suivra une trajectoire courbe au lieu d'une ligne droite. Mais Neptune tourne beaucoup plus vite que la Terre. Un jour ne dure que 16 heures. Cette rotation rapide, combinée à la taille énorme de la planète, renforce incroyablement l'effet de Coriolis. Par conséquent, lorsque les gaz chauds qui montent avec la chaleur interne de la planète rencontrent cet effet de déviation puissant, ils se transforment en d'énormes tourbillons, c'est-à-dire ces tempêtes sombres. Pourtant, la question de savoir pourquoi les vents soufflent à l'envers, c'est-à-dire dans le sens opposé à la rotation de la planète, n'est pas encore entièrement résolue. Une théorie suggère que cela est dû à une interaction complexe entre les courants dans les couches très profondes de l'atmosphère et les courants à la surface. Peut-être que pendant que les courants profonds tournent avec la planète, les vents dans les couches proches de la surface, où il y a moins de friction, glissent sur ces courants profonds et se déplacent vers l'arrière. Cela peut être comparé à un bateau dans une rivière qui va avec le courant, tandis que le vent pousse la voile du bateau dans la direction opposée. Alors, pourquoi ces tempêtes géantes sont-elles si éphémères? La réponse à cette question pourrait également se cacher dans la structure interne de la planète. La raison pour laquelle la grande tache rouge de Jupiter existe depuis des siècles est qu'il n'y a pas de surface solide sous l'atmosphère de Jupiter et que la tempête ne rencontre aucun obstacle pour dissiper son énergie. La tempête est comme un tourbillon tournant dans un océan sans fin. Mais sur Neptune, la situation pourrait être différente. Ces énormes tempêtes sombres se forment à une certaine profondeur de l'atmosphère et y sont alimentées par la chaleur interne de la planète. Pourtant, avec le temps, ces tempêtes peuvent être entraînées vers les couches plus hautes et plus froides de l'atmosphère. C'est comme un ballon à air chaud qui ralentit lorsqu'il monte et rencontre de l'air froid. À mesure que la tempête monte, elle s'éloigne de la source de chaleur qui l'alimente et commence à perdre son énergie
Finalement, elle se dissipe et disparaît dans les couches supérieures de l'atmosphère. C'est pourquoi les tempêtes sur Neptune ne sont pas des structures permanentes comme sur Jupiter, mais plutôt des événements météorologiques géants et temporaires qui naissent et meurent en quelques années. Ce cycle est la plus grande preuve du dynamisme et de la variabilité de l'atmosphère de la planète. La disparition de la grande tache sombre, vue par Voyager 2 en 1989 en 1994, était précisément le résultat de ce mécanisme. Passons maintenant à l'une des caractéristiques les plus étranges de la planète, ce champ magnétique déséquilibré et décentré. Pour comprendre cette anomalie, nous devons savoir comment les champs magnétiques des planètes sont formés. Dans des planètes comme la Terre et Jupiter, le champ magnétique est produit par une dynamo créée par la rotation du noyau métallique liquide au centre de la planète. Cette dynamo crée un champ magnétique assez parallèle et centré sur l'axe de rotation de la planète. Mais la structure de Neptune est différente. Elle n'a pas un noyau métallique géant en son centre. Au lieu de cela, les scientifiques pensent que le champ magnétique de Neptune est produit beaucoup plus haut que le noyau, dans une couche mince et conductrice contenant de l'eau supérionique et de l'ammoniac. Dans cette couche, en raison de la pression et de la température extrême, les molécules d'eau, H2O, se décomposent. Les ions hydrogène, protons, circulent librement comme un liquide, tandis que les atomes d'oxygène sont enfermés dans une structure de réseau cristallin solide. Cela crée un état de matière étrange et exotique capable de conduire l'électricité. Lorsque cette couche de liquide conducteur s'agite dans le manteau de la planète, elle produit ce champ magnétique chaotique et déséquilibré. Car cette couche n'est pas symétrique et centrée au cœur de la planète comme un noyau, mais a plutôt une structure plus proche de la surface et irrégulière. Par conséquent, le champ magnétique qu'elle produit est également incliné d'un angle énorme, comme 47 degrés, et considérablement décentré. C'est comme si le moteur d'une voiture tournait à l'intérieur d'une roue plutôt qu'au centre sous le capot. Cela provoque le déséquilibre et l'oscillation de tout le système. Tous ces détails techniques, les pluies de diamants qui alimentent le fourneau interne, l'effet de Coriolis extrême qui crée des vents supersoniques, les couches atmosphériques qui détruisent les tempêtes et l'eau supérionique qui produit le champ magnétique. Ce sont toutes les pièces d'un puzzle complexe qui explique pourquoi Neptune est si étrange. Cette planète joue selon des règles complètement différentes de celles des mondes auxquels nous sommes habitués. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est que ces bizarreries ne se limitent pas à la planète elle-même. Car, en orbite autour de Neptune, tourne un monde qui recèle peut-être encore plus de secrets qu'elle. Cette lune volée, Triton, qui brille comme un diamant dans l'image du télescope Webb. Et l'histoire de Triton n'est pas seulement une histoire de capture et de destruction, mais peut-être aussi l'histoire d'une possibilité de vie potentielle cachée dans les coins les plus reculés du système solaire. Car, sous cette surface glacée, il pourrait y avoir quelque chose qui fait frémir les scientifiques d'excitation, un océan liquide. Et nous approchons maintenant du point culminant. Car ces geysers actifs que Voyager a vus à la surface de Triton pourraient être l'une des preuves les plus solides de l'existence de cet océan secret. Et cela change tout. Et maintenant, voici le vrai miracle. Car, sous cette surface glacée, il pourrait y avoir quelque chose qui fait frémir les scientifiques d'excitation.
un océan liquide. Cette idée change tout le paradigme. Tout. L'idée que de l'eau liquide puisse exister si loin du Soleil, à une température proche du zéro absolu, est en soi une révolution. Mais, sur Triton, ce n'est pas juste une fantaisie. C'est une possibilité étayée par les preuves les plus solides que nous ayons. Et nous approchons maintenant du point culminant. Car Ktaets, lorsque Voyager 2 est passé à côté de ce monde gelé en 1999, il a vu quelque chose d'impossible. Triton était vivant, et d'une manière incroyable. Impossible. Mais c'était réel. Quand Voyager 2 s'est approché de Triton, le monde scientifique a été sous le choc. Car cette lune possédait l'une des surfaces les plus froides jamais mesurées dans le système solaire. Moins 235 degrés Celsius. C'est une température à laquelle le gaz azote gèle et se solidifie. À cette température, Triton aurait dû être une boule de glace morte et inerte depuis des milliards d'années. Mais ce n'était pas le cas. Voyager a vu des panaches de fumée jaillir directement de la surface. Des geysers, des explosions qui projetaient des colonnes de matière glacée à environ 8 km de hauteur dans l'atmosphère mince et brumeuse. Et des vents violents saisissaient ces panaches et les étiraient latéralement en longues traînées sombres sur le sol gelé. C'était le moment où, pour la première fois de l'histoire, une activité géologique active était observée dans un coin aussi reculé du système solaire. Cela n'aurait pas dû arriver. Un corps aussi froid n'aurait pas dû avoir la chaleur interne nécessaire pour déclencher de telles éruptions. Pourtant, elles étaient là, et ces geysers étaient la plus grande preuve que quelque chose bougeait sous la surface, que quelque chose était encore chaud. C'était un moment qui a fondamentalement ébranlé toute notre compréhension de la science planétaire. Car, si c'était possible sur Triton, alors nous ne pouvions même pas imaginer ce qui se cachait ailleurs dans les profondeurs gelées du système solaire. Mais il y avait plus grand encore, la surface de Triton. Quand Voyager a regardé de près, il a vu que la surface était étrangement jeune, lisse à certains endroits, et étrangement. Elle avait une texture que les scientifiques ne pouvaient comparer qu'à la peau d'un cantaloupe. Et surtout, elle était marquée par un nombre remarquablement faible de cratères. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que la surface avait été, d'une manière ou d'une autre, remodelée dans un passé relativement récent. Les cratères sont les horloges cosmiques qui indiquent l'âge de la surface d'une planète ou d'une lune. Plus une surface est ancienne, plus elle accumule de cratères. Mais la surface de Triton était propre, comme si une nouvelle couche de peinture venait d'être appliquée. Comment cela était-il possible sur un monde gelé depuis des milliards d'années? Il n'y avait qu'une seule explication logique. Quelque chose venant de sous la surface recouvrait périodiquement la surface, effaçant les anciens cratères et créant un nouveau terrain lisse. Ce quelque chose était très probablement une forme de cryovolcanisme, c'est-à-dire du volcanisme de glace. Un liquide sous la surface remontait à la surface et gelait, renouvelant le paysage. Cela se produisait sur une lune dont la distance au Soleil était 30 fois celle de la Terre. C'était un processus que nous avions observé sur des lunes glacées plus familières, comme Europe de Jupiter ou Encelade de Saturne. Mais sur Triton, dans cet exil gelé ne recevant presque aucune lumière du Soleil, l'existence de cette activité dépassait toutes les attentes.
Le monde scientifique a dû revoir toutes ses théories sur la façon dont les planètes et les lunes vieillissent et meurent. Et maintenant, voici la chose la plus incroyable. Toutes ces preuves pointaient vers une seule conclusion. Sous la croûte glacée de Triton, il pourrait y avoir un océan secret, un océan d'eau liquide. Cette idée repose sur la théorie selon laquelle les mêmes forces de marée qui ont capturé Triton et tordu son orbite pourraient aussi tranquillement étirer et chauffer son intérieur, alors que Triton tourne autour de Neptune. La gravité massive de la planète l'écrase et la déforme constamment comme une balle anti-stress. Cet étirement et cette compression continue créent de la chaleur par friction. Cette chaleur pourrait être suffisante pour maintenir l'intérieur de la Lune au-dessus du point de congélation. Et c'est pourquoi, sous cette croûte extérieure gelée à moins 235 degrés, de nombreux scientifiques soupçonnent maintenant fortement l'existence d'un océan d'eau liquide caché. Une mer enfouie sur une lune volée, au bord le plus extrême du système solaire. Ce n'est pas seulement une curiosité géologique, c'est le saint graal de l'astrobiologie. Si cet océan existe vraiment là-bas, Triton rejoint une petite et précieuse poignée d'endroits au-delà de la Terre, où les ingrédients fondamentaux de la vie, eau liquide, chaleur et la bonne chimie, pourraient tranquillement s'assembler dans l'obscurité. Cette découverte a déplacé notre quête de la vie vers les coins les plus inattendus du système solaire. Nous ne regardons plus seulement Mars ou Europe, nous regardons maintenant aussi avec espoir ce monde gelé et volé à des milliards de kilomètres de distance. Mais l'histoire de Triton, autant qu'une histoire d'espoir, est aussi une histoire de tragédie. Car ce qui l'a amené ici, cette orbite rétrograde capturée, est aussi ce qui la tue lentement. Comme Triton tourne dans le mauvais sens autour de Neptune, les marées qu'elle crée sur la planète agissent pour la tirer constamment vers l'intérieur, au lieu de la pousser doucement vers l'extérieur, comme le font les marées de notre Lune avec la Terre chaque année. Triton se rapproche en spirale très lentement de Neptune, et un jour, dans un avenir très lointain, elle s'approchera trop près. Elle franchira une limite que les astronomes appellent la limite de Roche. C'est une distance à laquelle la gravité de Neptune devient si dominante qu'elle déchirera simplement la Lune en morceaux. Triton sera mis en pièces. Il se transformera en un disque scintillant de glace et de roche. Et la planète qui l'a volé, Neptune, acquérera peut-être un jour un nouveau système d'anneaux magnifiques, rivalisant avec les grands anneaux de Saturne. Cette fin semble inévitable, un destin inscrit dans le mouvement étrange et rétrograde de la Lune. Le monde volé vit un temps emprunté. Il a été pris à la ceinture de Kuiper. Il a apporté la destruction aux lunes qui attendaient ici. Et finalement, il est condamné à être détruit par la planète qu'il a capturée et à ne devenir rien de plus qu'un anneau de débris scintillant tournant lentement dans l'obscurité. Alors, que signifie tout cela? Cette violence, cette beauté, cette destruction inévitable, que nous disent-elles sur notre propre place? Car cette danse tragique n'est pas seulement l'histoire d'un monde lointain, c'est aussi, et c'est pourquoi, cette danse tragique n'est pas seulement l'histoire d'un monde lointain, mais aussi la plus grande preuve de la nature sauvage, dynamique et si peu comprise du système solaire. Toute cette violence, cette beauté et cette destruction inévitable nous transmettent un message profond sur notre propre place. Nous vivons sur une petite île protégée, flottant dans un océan cosmique.
Mais l'océan lui-même est rempli de tempêtes, de monstres et de miracles que nous ne pouvons même pas imaginer. Et le télescope Webb nous a montré non seulement Neptune, mais aussi les profondeurs de cet océan. Et ce que nous avons vu a tout changé. Absolument tout. Un autre moment épique de cette histoire est le moment même de la capture de Triton. Ce moment contenait une violence cosmique jamais vue dans l'histoire. Comment Neptune a-t-elle capturé un objet aussi grand que Triton est un mystère en soi. Car un monde qui passe ne fait normalement que frôler et continuer son chemin. Il ne tombe pas dans une orbite permanente. C'est pourquoi l'idée dominante est que Triton n'est pas venu seul. Il aurait pu arriver en tant que moitié d'un couple binaire. Deux mondes glacés en orbite l'un autour de l'autre, tout comme Pluton et sa propre lune Charon le font aujourd'hui. Lorsque ce couple est passé à côté de Neptune, la rencontre violente les a peut-être déchirés. Le compagnon de Triton, emportant l'excès d'énergie, a été projeté au loin. Triton a été laissé derrière, capturé et retenu dans l'emprise de Neptune. Si cela s'est vraiment produit, alors, quelque part, dérivant dans l'obscurité depuis des milliards d'années, se trouve le jumeau perdu de la Lune que nous voyons ce soir à côté de Neptune. Et ce vol n'a pas été un vol en douceur. Quand Triton a été capturé, il est arrivé comme un intrus violent. Sa gravité a déchiré la famille de lunes originelles de Neptune. Elle en a projeté certaines dans l'espace lointain. Elle en a envoyé d'autres s'écraser sur la planète. Elle a plongé tout le système dans le chaos. L'une des autres lunes de Neptune, Néréide, voyage aujourd'hui sur une orbite follement étirée et disproportionnée qui pourrait être une cicatrice de cette ancienne catastrophe. Triton est arrivé, et le système de Neptune n'a plus jamais été le même. Le de Neptune, pendant des milliards d'années. Ces échelles de temps sont vertigineuses face à la brièveté insignifiante d'une vie humaine. Une vie de 80 ans n'est même pas la moitié d'une seule année de Neptune. Nous sommes des êtres éphémères qui n'existons que le temps d'un clin d'œil dans ce calendrier cosmique. C'est une autre vérité tragique. Car cela signifie que nous ne verrons jamais la fin de cette grande histoire. Nous ne serons pas témoins de la chute de Triton sur Neptune et de sa désintégration. Nous ne verrons pas le moment où Neptune acquérera ses magnifiques anneaux. Nous sommes des spectateurs qui ne peuvent voir que quelques images de ce film épique, ayant manqué le début et la fin. C'est l'une des tristesses les plus fondamentales de notre existence. Mais cette tristesse contient aussi un sens profond et une responsabilité. Car, ce bref instant, la seule chose que nous possédons est aussi tout. Ce bref instant est le moment où l'univers prend conscience de lui-même, se comprend lui-même. Nous sommes la réponse à la question que l'univers se pose à lui-même après des milliards d'années de silence. Nous sommes peut-être éphémères, mais avec notre courte existence, nous donnons un sens à l'éternité. Vous aussi, vous faites partie de cet instant. Vous êtes le résultat de milliards d'années d'évolution cosmique. Et votre existence, même dans ce court laps de temps, permet à l'univers de se connaître lui-même. Votre curiosité, vos questions, votre désir d'explorer sont la curiosité de l'univers pour lui-même. C'est pourquoi l'instant que vous possédez n'est pas seulement précieux, il est aussi sacré. Et enfin, il y a le paradoxe de la solitude et du lien. Neptune se trouve dans l'un des endroits les plus solitaires du système solaire. Même son plus proche voisin, Uranus, est à des milliards de kilomètres de distance. Elle tourne seule dans l'obscurité et le froid, dans un vide où même la lumière met des heures à voyager. Et Triton, sur son orbite,
est peut-être l'être le plus seul de l'univers. Un exilé arraché à sa propre famille. La ceinture de Kuiper, emprisonné dans un lieu auquel il n'appartient pas, entraîné lentement vers la mort. Cette solitude cosmique rappelle la solitude existentielle de l'homme. Nous aussi, sur ce petit point bleu grouillant de vie, vivons dans un univers immense, silencieux et largement vide. C'est un sentiment de solitude profond et glaçant. Ce sentiment mêlé de crainte et de peur que nous ressentons en regardant le ciel, la nuit, est précisément le reflet de cette solitude cosmique. Mais c'est ici qu'intervient le dernier et le plus beau paradoxe. Car plus nous sommes seuls, plus nous sommes connectés les uns aux autres. Ce qui nous a permis de découvrir Neptune. Ce n'était pas le génie d'un seul homme. Les lois de Newton, les calculs de Le Verrier, l'observation de Gall. Tout cela était le résultat de siècles d'accumulation, d'un effort humain commun. Le télescope James Webb n'est pas le produit d'un seul pays, d'un seul groupe, mais de la collaboration de milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs pendant des décennies. Et en regardant ce documentaire, vous aussi, vous faites partie de ce lien. Ma voix, les mots des auteurs, les découvertes des scientifiques. Tout cela vous parvient, et nous, au-delà du temps et de l'espace, nous unissons dans ce moment de curiosité partagée. Vous êtes l'un des milliards d'humains sur cette planète, et nous sommes tous connectés les uns aux autres, sous le même ciel, posant les mêmes questions, cherchant les mêmes réponses. Peu importe la taille de l'univers et notre petitesse, ce lien, cette quête commune de compréhension, est la chose la plus puissante qui nous sauve de la solitude. Mais cette quête a un prix. Car chaque nouvelle chose que nous découvrons nous rappelle aussi à quel point nous en savons peu. Et l'une des plus grandes leçons que le système de Neptune nous a enseignées est celle-ci. Nous ne faisons que commencer. Et ce début nous mène à des questions encore plus profondes, à des mystères encore plus grands. Et c'est pourquoi ce début nous mène à des questions encore plus profondes, à des mystères encore plus grands. Car l'histoire de Neptune et de Triton ne nous montre pas seulement à quel point l'univers est grand, vieux et solitaire, mais elle éclaire également une vérité fondamentale sur la nature de la découverte. Cette vérité est la danse paradoxale de la connaissance et de l'ignorance. Plus nous en apprenons, mieux nous comprenons à quel point nous en savons peu. Et c'est l'une des vérités les plus fondamentales et les plus humbles de la condition humaine. D'un côté, il y a l'incroyable somme de connaissances que nous avons acquises sur Neptune au cours des 170 dernières années. Nous l'avons découverte avec la pointe d'un crayon. Nous sommes passés à côté avec Voyager 2 et avons mesuré ses vents, photographié ses tempêtes. Avec Webb, nous avons vu ses anneaux et son atmosphère avec une clarté jamais vue auparavant. Nous avons développé des théories qui pourraient expliquer qu'il y pleut des diamants. Pourquoi son champ magnétique est si étrange? Et pourquoi elle est si différente de son jumeau Uranus? C'est le triomphe de la raison et de la curiosité. C'est la plus grande preuve de notre capacité à allumer une bougie dans l'obscurité et à cartographier lentement l'inconnu. La vérité tragique est que toute cette connaissance est en fait très superficielle. Chaque réponse apporte avec elle une douzaine de nouvelles questions. Nous ne savons pas exactement ce qui alimente le fourneau interne. Nous ne comprenons pas complètement pourquoi ces tempêtes géantes disparaissent. Nous ne sommes pas sûrs de l'existence de l'océan sous Triton. Et peut-être le plus important, nous ne savons pas avec certitude comment cette planète
et son jumeau sont arrivés là. Chaque découverte ne crée qu'une petite île dans l'océan de notre ignorance. Et cet océan semble infini. Cela peut parfois nous faire désespérer. Nous pouvons avoir le sentiment que les secrets de l'univers sont au-delà de notre portée. Mais ça y est, c'est là que la beauté de la connaissance entre en jeu. Car le but de la science n'est pas de tout savoir. Le but de la science est de continuer à s'émerveiller. Les questions elles-mêmes sont aussi précieuses que les réponses. L'inconnu n'est pas une fin, c'est un début. C'est la promesse de nouveaux mondes à explorer, de nouveaux mystères à résoudre. Vous aussi, vous faites partie de ce processus. Chaque nouvelle chose que vous apprenez tout au long de votre vie vous enseigne aussi à quel point vous ne savez pas grand-chose. Et ce n'est pas un échec, c'est un signe de croissance. Votre capacité à vous émerveiller est la preuve que votre esprit est toujours vivant, toujours ouvert à l'exploration. Et c'est la chose la plus précieuse que vous puissiez posséder. Un autre paradoxe se situe entre l'abandon et le souvenir. D'un côté, il y a ce moment magnifique où nous avons découvert Neptune. En 1846, nous avons trouvé ce monde avec l'un des triomphes les plus purs et les plus élégants de l'esprit humain. Et puis, presque au moment où nous l'avons trouvé, nous l'avons abandonné. Pendant plus d'un siècle et demi, nous ne l'avons presque pas regardé. Dans toute l'histoire des vols spatiaux, nous n'y avons envoyé qu'un seul vaisseau spatial, une seule fois. Et même cette visite n'a duré que quelques jours. Voyager 2 a traversé ce système à l'été de 1989, a rassemblé tout ce qu'il pouvait, puis a poursuivi sa route vers l'obscurité infinie. Et pendant plus de 30 ans, nous ne sommes pas revenus. C'est une négligence tragique. Dans notre propre arrière-cour cosmique, bien plus près de nous que les étoiles, il y a tout un monde rempli de questions sans réponse. Et nous l'avons largement oublié. Cela reflète une triste vérité sur nos priorités, les limites de nos ressources et peut-être à quel point notre attention est courte. Mais, même dans cet abandon, se cache la beauté du souvenir et du retour. Car, 33 ans plus tard, nous sommes retournés vers ce monde oublié avec le télescope James Webb. Et ce retour a rendu tout encore plus significatif, tout comme retrouver un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Nous avons vu Neptune avec de nouveaux yeux, avec une nouvelle appréciation. Cela nous a appris que la découverte ne consiste pas seulement à aller de l'avant, mais aussi à revenir en arrière et à regarder à nouveau, à se souvenir de ce que nous avons oublié. Vous aussi, vous pouvez revenir à des choses que vous avez oubliées, négligées dans votre vie. Un hobby, une amitié, un rêve. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Et parfois, revenir à quelque chose après une longue absence vous permet de le comprendre d'une manière beaucoup plus profonde que la première fois. Ce cycle de découverte et d'abandon nous amène à une question ultime. Pourquoi y allons-nous? Pourquoi dépensons-nous des milliards de dollars? Concevons-nous des missions de plusieurs décennies? Et explorons-nous ces mondes lointains, froids et sans aucun avantage pratique pour nous? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Mais peut-être que la réponse ne réside pas dans Neptune elle-même, mais dans l'effort même que nous faisons pour l'atteindre. Peut-être que ces missions ne visent pas seulement à en apprendre sur les planètes, mais aussi sur nous-mêmes. Elles sont un test de notre capacité à repousser nos limites, à surmonter l'inconnu et à tenter l'impossible. Le rêve de poser un véhicule sur la surface de Triton n'est pas seulement un objectif d'ingénierie, mais aussi une déclaration de foi en notre capacité à poursuivre même nos rêves les plus grands. Ces missions nous donnent de l'espoir. Elles montrent que l'humanité
malgré ses différences, peut se rassembler pour un but plus grand. Nous savons maintenant que Neptune n'est pas seulement une planète, c'est aussi un miroir. En la regardant, nous ne voyons pas seulement des vents supersoniques et des pluies de diamants, mais aussi notre propre curiosité, notre propre courage et notre propre fragilité. Mais une autre question se pose. Que nous dit ce miroir sur notre avenir? Comment notre effort pour comprendre ce monde lointain peut-il nous aider à résoudre les problèmes sur notre propre planète? Car, en explorant les coins les plus reculés de l'univers, la découverte la plus importante est peut-être de trouver le chemin du retour. Et ce chemin passe non seulement par la technologie, mais aussi par la perspective. Et c'est pourquoi il est maintenant temps de poser la question la plus intime. Que nous dit ce miroir sur notre avenir? Comment notre effort pour comprendre ce monde lointain peut-il nous aider à résoudre les problèmes sur notre propre planète? Car, en explorant les coins les plus reculés de l'univers, la découverte la plus importante est peut-être de trouver le chemin du retour. Et ce chemin passe non seulement par la technologie, mais aussi par la perspective. Cela nous amène à une couche de pensée plus profonde, à la question de savoir ce que nous ferons de la connaissance elle-même. C'est une question qui ne concerne pas seulement ce que nous savons, mais comment nous vivons avec ce que nous savons. D'un côté, il y a la vérité de cette nature sauvage et incontrôlable que Neptune nous présente. Des vents supersoniques, des tempêtes de la taille d'un continent, une lune volée entraînée lentement vers sa mort. Tout cela nous rappelle que l'univers est une machine immense et indifférente, totalement indépendante de nos désirs, de notre existence. Dans ce système, il n'y a rien de conçu pour nous. Tout est le résultat de lois physiques impitoyables qui fonctionnent depuis des milliards d'années. C'est, d'une part, une vérité tragique. Car cela signifie accepter que nous n'avons pas de place spéciale dans l'univers, que nous sommes, dans un sens cosmique, dispensables. C'est une pensée humble et même un peu effrayante, qui ébranle notre vision du monde anthropocentrique. Nous sommes des êtres fragiles, protégés par une très fine couche d'atmosphère, au milieu de cette violence immense. Mais, dans cette indifférence, se cache aussi une beauté et une liberté profonde. Car, si l'univers ne nous doit aucun sens, cela signifie que nous sommes libres de créer notre propre sens. Si nous n'avons pas de but particulier, nous pouvons choisir nos propres buts. Cela nous impose une responsabilité incroyable. La responsabilité de donner un sens à nos vies, à nos relations, à notre planète. L'univers ne nous offre peut-être pas un foyer, mais nous pouvons transformer cette planète en un foyer. Vous aussi, vous faites partie de ce processus de création de sens, avec les choix que vous faites chaque jour, les gens que vous aimez. En poursuivant vos passions, vous donnez un sens à votre propre petit univers. Et c'est peut-être l'acte le plus héroïque, insister sur le sens face à un univers indifférent. Et un autre contraste se situe entre le pouvoir qu'apporte la découverte et la fragilité qu'il entraîne. D'un côté, il y a cette puissance technologique et mentale incroyable qui nous a permis de découvrir Neptune, pouvoir prédire mathématiquement l'existence d'une planète, envoyer un robot à 5 milliards de kilomètres et en recevoir des données. Voir les anneaux de cette planète avec un télescope à 1 million de miles de distance. Ce sont les sommets de l'intelligence et de la créativité de notre espèce. Ce pouvoir nous donne la capacité de percer les secrets de l'univers.
Mais ce pouvoir lui-même est incroyablement fragile. Voyager 2 a été lancé en 1977 et fonctionne toujours. Mais sa technologie est aussi simple qu'une calculatrice de poche par rapport aux normes d'aujourd'hui. Le télescope James Webb, l'une des machines les plus complexes de l'humanité, peut être endommagé par un seul impact de micrométéorites. Et la civilisation même qui rend ces missions possibles est menacée par les guerres. Le changement climatique naissant, les instabilités politiques, c'est un dilemme tragique. Nous avons le pouvoir d'atteindre les étoiles, mais nous avons aussi le pouvoir de nous autodétruire. Nos plus grandes réalisations sont aussi un rappel de nos plus grandes fragilités. Mais cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. Elle nous rappelle que nous devons utiliser ce pouvoir que nous possédons avec sagesse, prudence et humilité. Elle nous dit que pour continuer ce voyage incroyable de découverte, nous devons d'abord protéger notre propre maison, notre propre planète. Vous aussi, vous faites partie de cette équation. Les connaissances et les capacités que vous possédez vous donnent un pouvoir. Mais la façon dont vous utilisez ce pouvoir est votre responsabilité. L'utiliserez-vous pour créer ou pour détruire? C'est une question à laquelle chacun de nous est confronté chaque jour. Enfin, il y a le paradoxe entre la limitation de notre perspective et notre potentiel à la dépasser. Quand Voyager 2 a atteint Neptune, il nous a montré que ce monde était une bille bleue. Pendant des années, nous avons pensé à Neptune de cette façon, dans cette seule couleur, avec ce seul point de vue. Mais, ensuite, le télescope Webb est arrivé et nous a montré le même monde sous une lumière complètement différente. En infrarouge, le bleu avait disparu, remplacé par une sphère blanche et fantomatique. Les anneaux brillaient. Les motifs dans l'atmosphère étaient différents. C'était le même monde, mais aussi un monde complètement nouveau. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas une seule version de la réalité, qu'il y a toujours une autre perspective, une autre façon de voir possible. C'est, d'une part, une limitation tragique, car cela signifie que notre perception sera toujours incomplète, toujours filtrée. Nous ne pouvons jamais voir l'univers tel qu'il est. Nous le voyons toujours à travers le prisme de nos propres sens, de nos propres instruments, de nos propres théories. Mais, dans cette limitation, se cache aussi un potentiel infini de découverte. Car, chaque nouvel instrument, chaque nouvelle théorie, nous ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et chaque nouvelle fenêtre peut nous montrer un paysage que nous n'avions jamais vu, jamais imaginé auparavant. C'est le voyage sans fin de la science et en fait de tout l'effort humain. Construire constamment de nouvelles fenêtres. Élargir constamment notre perspective. Vous pouvez le faire dans votre propre vie, en lisant un livre différent, en apprenant une culture différente, en écoutant quelqu'un qui pense différemment de vous. Vous pouvez construire vos propres fenêtres. Quand vous changez de perspective, le monde change aussi. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante que nous puissions tirer de cette planète lointaine. Mais toutes ces leçons nous amènent à une seule pensée finale. Après avoir absorbé toute cette connaissance, toute cette perspective, tout ce sens, que reste-t-il? Peut-être que ce qui reste est la chose la plus simple, la plus fondamentale, l'émerveillement. Et c'est pourquoi, après avoir absorbé toute cette connaissance, toute cette perspective, tout ce sens, ce qui reste est peut-être la chose la plus simple, la plus fondamentale, l'émerveillement,
L'émerveillement n'est pas seulement une émotion, c'est un état de conscience. C'est le moment où nous nous tenons devant quelque chose de plus grand que nous, où nous atteignons les limites de notre compréhension. Et où, à cette limite, nous ressentons à la fois notre petitesse et notre appartenance à cette grande image. Le système de Neptune nous offre généreusement ce sentiment d'émerveillement. D'un côté, il y a l'étrangeté absolue de ce système et notre quête de familiarité avec lui. Neptune ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Un monde où des diamants pleuvent sous des nuages gelés, où les vents dépassent la vitesse du son, où le champ magnétique oscille comme un géant ivre. Sa lune volée, Triton, est une anomalie qui tourne à l'envers, avec des geysers de glace qui éclatent à sa surface et qui abritent peut-être un océan secret. C'est un lieu totalement étranger à nos expériences centrées sur la Terre. C'est pourquoi la première chose que nous ressentons en le regardant est une sorte de vertige, une aliénation. C'est un rappel tragique de l'étrangeté, de l'inconcevable et de l'aspect non humain de l'univers. Notre logique, nos intuitions, ne suffisent pas à saisir de tels mondes. Mais, dans cette étrangeté, il y a aussi la beauté touchante de notre effort pour trouver le familier, pour créer un lien. Nous avons donné à cette planète le nom du dieu des mers, Neptune. Nous avons appelé cette tempête sombre la grande tache sombre, en référence à sa sœur sur Jupiter. Nous avons donné à ces anneaux les noms des scientifiques qui les ont trouvés. Nous avons choisi des noms de mythologie du monde entier pour le terrain à la surface de Triton. C'est notre façon de comprendre l'univers. Nous essayons d'apprivoiser l'étranger avec le familier. C'est l'une de nos pulsions humaines les plus fondamentales. Raconter des histoires, donner des noms, créer du sens. Vous le faites tous les jours. Dans un monde complexe et chaotique, vous créez vos propres histoires, vos propres métaphores pour apporter de l'ordre et du sens à votre propre vie. C'est notre façon de faire face à ce grand univers étranger. Et enfin, il y a le paradoxe ultime entre l'impossibilité de la certitude et la vertu de la quête. Nous devons accepter que tout ce que nous savons sur Neptune est temporaire et incomplet. Un nouveau vaisseau spatial envoyé à l'avenir pourrait bouleverser tout ce que nous pensons être vrai aujourd'hui. La théorie de la pluie de diamants pourrait s'avérer fausse. L'océan sous Triton pourrait se révéler être une illusion. Il pourrait y avoir un mécanisme complètement différent derrière le fourneau interne, que nous ne pouvons même pas encore imaginer. C'est la vérité tragique, mais aussi honnête de la science. Il n'y a pas de certitude absolue. Il y a toujours une marge de doute, toujours une incertitude. Cela peut être inconfortable pour certains d'entre nous. Nous sommes des êtres qui cherchent des réponses claires, des résultats définitifs. Mais, dans cette incertitude, résident la beauté et la vertu de la quête elle-même. Car, si nous savions tout, que resterait-il à s'émerveiller? Si nous avions toutes les réponses, que resterait-il à chercher? La quête elle-même, le voyage lui-même, peut être plus précieux que la destination. Le processus de découverte de Neptune nous a beaucoup appris, non seulement sur une planète, mais aussi sur ce que signifie explorer. Il nous a enseigné la patience, la persévérance, la collaboration et surtout l'humilité. Il nous a enseigné le courage d'admettre que nous ne savons pas. Vous pouvez aussi voir votre vie comme une quête. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, la chose la plus importante est de continuer à poser les bonnes questions. Car, dans ces questions, dans ce sentiment de curiosité sans fin, se cache le sens le plus profond de l'être humain. À la fin de ce voyage, comment vous sentez-vous?
peut-être un peu petit et insignifiant face à l'immensité de l'univers. Peut-être un peu fier et plein d'espoir en voyant ce que l'esprit humain peut accomplir. Les deux sont vrais. Car, à Dawa, nous sommes la combinaison de ces deux sentiments. Nous sommes des êtres faits de poussière d'étoiles et capables de comprendre ces étoiles. Nous avons une vie courte et sommes capables de lire un passé de plusieurs milliards d'années. Nous sommes à la fois seuls et profondément connectés les uns aux autres. Le système de Neptune incarne tous ces paradoxes. Il est à la fois glacial et brûlant, à la fois violent et beau, à la fois un point de départ et le signe avant-coureur d'une fin. Nous savons maintenant que la planète la plus éloignée du système solaire n'est pas seulement une boule de gaz et de glace. C'est une leçon pour nous, une source d'inspiration et un miroir. Et ce voyage se termine peut-être ici. Mais ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes en regardant dans ce miroir ne fait que commencer. Car ça, en fin de compte, ce n'était pas seulement une histoire sur Neptune, c'était, comme toujours, une histoire sur nous. Dans ce voyage, nous avons vu les secrets de Neptune. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Les lois qui gouvernent cette planète géante pourraient être en contradiction avec les lois des plus petites particules qui vous composent. La physique quantique dit qu'une particule peut être à deux endroits en même temps. Et vous? Dans notre prochain voyage, nous explorerons cette frontière terrifiante entre le royaume quantique et notre réalité. Êtes-vous prêts